vous avez été plusieurs fois au Sahara marocain. Quel regard portez-vous sur ce territoire? Oui, merci pour la question. J'ai presque envie d'ajouter encore territoire marocain, qu'on appelle aussi au Maroc les provinces du Sud. Je n'aimerais pas ici passer le temps avec vous à vous rappeler les paramètres historiques, les paramètres sociologiques, les paramètres juridiques qui attestent de la marocanité du Sahara. Ici, j'aimerais apporter un témoignage de quelqu'un, comme vous l'avez dit dans votre question, qui a été plusieurs fois dans cette partie du Maroc. La marocanité du Sahara, pour moi, n'est pas livresque, même si on a besoin des livres pour défendre certaines choses. Mais ici, c'est moi-même qui ai été là et qui ai vu, qui ai senti, qui ai touché cette marocanité. J'ai été là, j'ai été au Sahara, j'ai trouvé un peuple qui ne doute pas de sa marocanité. De quel droit, moi, je douterais de cela. J'ai trouvé un peuple qui ne doute pas de son allégeance au roi du Maroc, ce qu'on appelle la Béa. J'ai vécu cela. J'ai trouvé un peuple qui prend déjà en main son destin en ce que, à tous les étages, à tous les niveaux du pouvoir, dans les provinces du Sud, vous trouvez des Sahraouis en train de prendre leurs responsabilités. Et donc, le regard que je porte sur le Sahara marocain, c'est le regard d'un Africain qui arrive dans un espace qui est complètement transformé parce que, en allant là-bas, j'avais des photos du Sahara du temps de l'occupant espagnol, c'est-à-dire jusqu'en 1975. C'était quoi le Sahara? C'était le désert, comme on a appris à tout le monde, avec quelques hameaux, quelques maisons de fortune, ça et là, avec un aéroport qui n'avait d'aéroport que de nom. Mais si vous allez au Sahara aujourd'hui, vous avez affaire à un espace totalement transformé, totalement modernisé, avec des infrastructures haut de gamme, on se croirait, quand vous êtes à Laayoune, à Dakhla, Laayoune c'est la plus grande ville, Dakhla, d'autres villes, mais on se croirait ailleurs, excusez-moi, qu'en Afrique subsaharienne, par exemple. Parce que le Sahara, c'est la porte même d'entrée du Maroc vers l'Afrique subsaharienne. Et donc, c'est un regard d'un homme qui n'a plus besoin de livres, qui n'a plus besoin de références historiques pour affirmer haut et fort que le Sahara est marocain. Que représente, selon vous, l'élection d'un ancien responsable du Polisario lors du récent scrutin communal et régional? Oui, cette élection, ou cette présence plus exactement, de deux anciens membres du Polisario, pour ceux qui ne le savent pas, le Polisario, en fait, c'est la vitrine politique de cette entité fictive, je pèse bien le mot, qu'on a appelée RASD, donc République arabe sahraouite démocratique. Alors, l'élection de ces deux ex-cadres du Polisario est riche d'enseignements. Le premier enseignement, d'abord, que cette élection a eu lieu à la faveur du régionalisme avancé contenu dans la constitution marocaine de juillet 2011, donc la nouvelle constitution marocaine qui a renforcé la base démocratique du régime politique marocain. Donc, c'est une preuve, je dirais pas l'absurde pour certains, mais une preuve matérielle, si besoin en est, que finalement, la décentralisation et même la déconcentration au Maroc, sur le plan administratif, sur le plan politique, est une chose vraie. Ce n'est pas de la fiction. Et que deux, aussi, la vocation des Sahraouis, y compris ceux qui sont encore parqués et de l'autre côté à Tindouf, leur vocation
j'ajoute même naturelle, et à rentrer dans la mère patrie que le Maroc. Donc, ce n'est pas étonnant que deux anciens de ce mouvement-là soient aujourd'hui parmi les responsables de deux régions des provinces du Sud. Je termine en disant que même au cycle de négociations sous l'égide de l'ONU entre les différents partis à ce conflit régional artificiel, eh bien, dans le camp du Maroc, vous avez des représentants, des originaires du Sahara marocain, c'est tout dire. D'aucuns estiment que le Maroc tient au Sahara pour des raisons économiques. J'ai répondu indirectement à cette question quand j'ai parlé des infrastructures qui sont celles des provinces du Sud, donc du Sahara marocain, depuis que le Maroc a récupéré cette partie de son territoire. Quand vous voyez ce qu'il y avait avant, sous la colonisation espagnole, parce que le Maroc a connu, contrairement à beaucoup de pays africains, a connu un type de colonisation très particulière, avec le nord, avec un nord, un centre, un sud. Vous avez la France ici, vous avez l'Espagne dans le sud, donc au Sahara. Eh bien, on est passé de l'ombre à la lumière. Il n'y a pas de commune mesure, c'est tout le contraire de certains pays africains où on disait, voilà, sous la colonisation, il y a eu beaucoup d'avancées en termes d'infrastructures, et puis c'est plutôt au Maroc, ce n'est pas ça. Le Maroc a hérité, j'ai presque envie de dire, d'un désert, avec quelques hameaux. Mais il faut voir aujourd'hui comment le Sahara a été transformé. Et d'ailleurs, quand vous regardez les chiffres, mais moi, c'est un témoignage, moi je vois la réalité. Quand vous voyez au niveau des chiffres, vous verrez bien que le Maroc a plus investi dans ces provinces du Sud que dans sa partie nord. C'est énormément de ressources qui ont été investies là-bas pour non seulement mettre à niveau cette province, mais en 2015, je crois que c'était à l'occasion du 40e anniversaire de la Marche verte. La Marche verte, c'est quoi d'un mot? C'est la marche qui a vu au moins 350 000 Marocains sous l'appel du roi Hassan II, d'heureuse mémoire, qui a vu tous ces Marocains déferler vers le sud après le départ de l'occupant espagnol pour récupérer leur territoire. Et donc, à l'occasion du 40e anniversaire de cet événement important dans l'histoire du Maroc, eh bien, Sa Majesté le roi Mohamed VI a lancé un autre modèle de développement des provinces du Sud. Ce modèle, finalement, de plusieurs milliards de dollars, de 7,7 milliards de dollars par là, il va permettre de créer 120 000 emplois. C'est énorme parce que la population au niveau du Sahara marocain est d'environ 1 30 000 habitants. Et ça veut dire que c'est des projets structurants qui sont en train de faire du Sahara marocain un hub régional de développement parce que le Sahara marocain est la porte d'entrée de l'Afrique subsaharienne. Donc c'est extrêmement important. C'est pourquoi, avant de finir, je voudrais dire un petit mot sur les enjeux, pas seulement régionaux, mais même panafricains de ces conflits artificiels. Il y en a partout ailleurs, maintenant nous parlons du Sahara marocain. C'est que finalement ces conflits font du tort, non seulement au Maroc, mais aussi au voisinage immédiat du Maroc. Je pense à la région Nord-Afrique, ce qu'on appelle le Maghreb, et même un peu plus loin vers le Mashrek, c'est-à-dire l'Égypte. Ça fait du tort dans ce sens qu'au lieu que cette partie du continent, qui est l'une des parties phares, tire le continent vers le haut, eh bien, le conflit artificiel est en train de freiner la nécessaire intégration de l'Afrique du Nord. Et donc, si l'Afrique du Nord n'est pas intégrée, c'est difficile et que cette partie joue le rôle qui devait être le sien dans l'essor et le développement de l'Afrique. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que, effectivement,
le Maroc, pour ceux qui ne le savent pas, a une chance historique d'avoir pour leader, en l'occurrence pour souverain maintenant, un roi qui a fait de l'Afrique la pierre angulaire de toute sa politique, de sa diplomatie. Ça se lit même dans l'intitulé du ministère des Affaires étrangères et de la coopération africaine, le Maroc a un roi qui ne parle pas de l'Afrique, qui ne parle pas que de l'Afrique, qui ne fait pas que parler de l'Afrique, qui ne fait pas que des discours sur l'Afrique, mais c'est un roi qui prône effectivement la coopération entre pays africains. Il ne se passe pas de temps sans qu'il ne conclue, le Maroc, sous l'égide de Sa Majesté le Roi, ne conclut des accords de coopération concrets avec d'autres pays africains, dans les bâtiments, dans l'assurance, dans la santé, l'alimentaire, l'agroalimentaire, etc. Autant de domaines dans lesquels le Maroc détient une expertise et une expérience réelle. Et ce qu'il veut, le roi du Maroc maintenant, c'est faire profiter à toute l'Afrique cette expérience accumulée depuis des années. Et il résume ça très bien en disant l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. C'est pourquoi il est essentiel que le conflit artificiel, parce qu'il l'est, du Sahara marocain, que ce conflit soit évacué pour que finalement le Maroc et sa région nord, la région Afrique Nord, puissent consolider l'intégration et que le Maroc, qui est la porte d'entrée sur le continent, puisse effectivement jouer le rôle qu'il joue déjà, mais le jouer encore mieux parce qu'il se sera débarrassé d'un conflit, disons, hérité de la guerre froide, mais qui ne devrait plus être de saison aujourd'hui.